Bonjour à tous, bienvenue sur France Business TV, une émission spéciale GIGN et RAID, les deux forces spéciales de la police et de la gendarmerie nationale. Bienvenue sur notre émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique, et vous l'avez compris, de toutes les belles initiatives en France. Pour commencer, Christophe Coppen, bonjour. Bonjour Ali. Alors Christophe Coppen, vous êtes ancien négociateur en chef du RAID et vous allez nous présenter à nos téléspectateurs votre parcours, mais aussi nous faire découvrir un peu les coulisses de cette belle unité de la police nationale. Également parmi nous, Olivier Lamour, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes médecin des hôpitaux de Paris, anesthésiste réanimateur, mais avant tout ancien médecin chef du RAID pendant près de 20 ans. Vous avez d'ailleurs travaillé avec Christophe, vous allez nous présenter votre parcours et tous les outils que vous avez pu monter au service de la police nationale. Avec plaisir. Merci Olivier d'être parmi nous. Enfin, Christophe Bezit parmi nous, bonjour. Bonjour Ali. Alors Christophe, vous représentez le GIGN, vous êtes un ancien chef de mission auprès du GIGN et vous nous parlerez aussi de cette belle institution. La police ne pouvait pas se faire sans la gendarmerie. Merci d'être parmi nous. Avec grand plaisir. Pour commencer, Christophe Coppen, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'histoire du RAID et comment a été créée cette belle institution ? C'était une très bonne idée en fait d'avoir une force de police, une force d'intervention à partir de 1985, c'est la date de création en fait de cette unité, parce qu'il y avait un véritable manque. L'intervention c'est un véritable métier, donc ça veut dire qu'il faut des gens spécialisés pour ce faire. Donc l'unité a été créée en 85, aujourd'hui elle compte 600 opérateurs, on va dire, spécialistes, qui sont répartis dans 13 sites, enfin 14 avec le RAID central, 3 qui sont dans les départements et territoires d'outre-mer, donc en ultramarin, et 10 qui sont au niveau national, de manière à pouvoir couvrir le mieux possible, en fait, l'ensemble des missions qui sont confiées, des missions à très haute tension, à très haute dangerosité, bien évidemment, qui sont confiées à ce type d'unité. Alors justement, Christophe Coppen, vous avez une belle expérience au sein de la police nationale. Vous étiez commandant de police pendant plusieurs années au sein du groupe de répression du banditisme. Parlez-nous un petit peu de votre belle expérience, de votre parcours justement. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer le RAID ? Alors, j'ai commencé, oui, en groupe de répression du banditisme et ensuite en groupe criminel. Donc, ça a duré pendant 13 ans. C'était passionnant parce que c'est véritablement la vitrine, en fait, de la police judiciaire. C'est tout ce que l'on aime voir à la télévision ou dans les séries, c'est-à-dire des très, très belles enquêtes. Et en fait, on est en haut de la pyramide, on va dire, d'investigation dans les services de police. Et puis, j'ai eu le plaisir de rejoindre et la chance de pouvoir rejoindre le RAID en fin 99. Où là, j'ai intégré quelque chose d'extrêmement original pour moi, puisque je n'avais pas forcément de spécificité sur la psychologie, la psychiatrie. C'était la gestion de crise et négociation. Donc, un groupe qui est vraiment vital pour une unité d'intervention, parce qu'il permet avec beaucoup de savoir-faire, eh bien de pouvoir avoir des résolutions pacifiques des crises. Donc ce qui est toujours mieux d'abord parce que la mission initiale d'une unité d'intervention, c'est de récupérer des gens vivants et de les amener devant la justice de manière à ce qu'elles puissent répondre de l'ensemble des faits pour lesquels elles ont été arrêtées. Et puis c'est surtout rétablir la paix publique. Et ça c'est fondamental. Et il faut des unités dans des situations de très haute tension. Il faut des unités donc très spécialisées parce que le risque est très important. Alors le risque est très important, justement, le risque est tellement important qu'il faut aussi des unités de santé. Alors Olivier Lamour, merci d'être parmi nous. Vous êtes un ancien médecin-chef du RAID, vous avez exercé pendant près de 20 ans auprès de cette très belle unité. Parlez-nous de votre parcours, de comment se passent vos interventions et comment vous êtes arrivé justement au sein du RAID. Écoutez la radio et regardez la télévision. Le 31 août 89, une intervention gérée par le RAID a eu des conséquences dramatiques pour plusieurs des fonctionnaires, dont 2 morts. Je me suis posé en tant que spécialiste de l'urgence vitale, est-ce qu'il y avait un système interne, comme on peut trouver chez les gendarmes ou chez les militaires, est-ce qu'il y avait un système particulier de protection qui pourrait augmenter un peu la sécurité. Je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. À l'époque, Olivier, vous n'étiez pas médecin au sein de la police nationale. Pas du tout. Vous aviez un raisonnement de médecin Pas du tout. J'ai un cursus de médecin des hôpitaux de Paris, à l'anesthésie-réanimation, urgentiste, etc., etc. Donc voilà, je me dis, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est proposé ou pas? Je me perçois qu'il n'y a rien. Et je rédige un projet. Et j'essaye de le proposer. C'est compliqué. C'est compliqué pour
l'administration, pour la police nationale, pour ces grandes institutions, c'est très compliqué. Ça a mis 4 ans à aboutir. Et au bout de 4 ans, nous avons créé le service à 2. Donc c'est assez compliqué de gérer 7 jours sur 7, en temps partiel, jours fériés et week-end. Ça a été assez difficile. Et puis ça a grandi. On a, je pense, compris l'intérêt de cette prestation pour aboutir à finalement à participer, à contribuer au soutien médical des unités dont dépendait à l'époque, qui dépendaient à l'époque du RAID, en l'occurrence les groupes d'intervention de la police nationale, que de sigles, je les ai appris comme vous, rassurez-vous, c'est pas mon métier, je ne suis pas policier et je resterai avant tout médecin. Mais la groupe d'intervention de la police nationale, ce sont aujourd'hui les antennes du RAID qui sont réparties sur l'ensemble dont Christophe Coppen a parlé tout à l'heure. Ce qu'on découvre avec nos téléspectateurs, c'est que vous créez justement ces unités d'intervention médicalisées qui n'existaient pas auparavant et qui aujourd'hui sont pérennisées dans ces unités. Pour l'instant, ces unités continuent à exister, bien que, et ça sera sur l'évolution de ma trajectoire, je crois que les systèmes, même les meilleurs systèmes doivent évoluer. Quand on prend les dates, février 94, j'ai réfléchi avant de venir, ça fait presque 27 ans. Ça passe vite. Ça fait même 27 ans puisqu'on est en 2021. Donc il faut probablement travailler, etc., les concepts, et ça c'est très intéressant en termes de gestion de risque, d'avoir une évaluation permanente. Le risque d'aujourd'hui n'est plus exactement le même qu'il était il y a 27 ans. Alors justement, parlons de risque, continuons en parlant de risque avec une autre belle unité d'intervention, le GIGN. Christophe Bezit, alors vous êtes ancien chef de mission auprès du GIGN. Alors vous allez nous définir comment a été créée aussi cette unité, une belle unité d'intervention. Est-ce que vous y faisiez exactement pour nos téléspectateurs? Alors le GIGN, en fait, il est créé à l'issue d'un événement dramatique, c'est les Jeux Olympiques de Munich en 72, où en fait c'est un petit peu ça aura un écho international et c'est un petit peu la naissance de toutes les unités de contre-terrorisme. Auparavant, il y a eu également deux drames en France. Il y a eu une prise d'otage à Cestas en 69, je crois, où un père de famille se retranche avec ses 2 enfants et va les exécuter avant l'intervention des forces de l'ordre. En 72, il y a également une prise d'otage d'une infirmière et d'un agent pénitentiaire, en fait, par 2 condamnés à perpétuité, et qui va amener quelque part à ce que l'intervention ne puisse pas se réaliser avant l'exécution de ces 2 personnes. Donc le GIGN est créé en 73. À l'époque, c'est les équipes commando régionales d'intervention. Et puis petit à petit, en fait, il va grossir en fonction des événements et de cette adaptation à la menace. Donc en 74 naît le GIGN. Après, il va y avoir plusieurs opérations. Le Yoda en 76, il y a eu un film récemment dessus. Et puis après, des belles opérations, la Grotte d'Ouvert en 88, Marignane en 94. Opération très très médiatisée qui avait effectivement à l'époque interpellé la France entière. Exactement. Puisque ça se passait en direct, j'étais encore plus jeune, mais c'était diffusé par voie de télé. Exactement. Donc aujourd'hui, le GIGN, c'est une unité à 400 membres. Il y a à peu près 280 opérationnels. Vous avez une alerte à 30 minutes, donc une section avec des concourants. Ça veut dire que partout en France, votre temps d'intervention, c'est 30 minutes? Alors, le GIGN, en fait, il est composé d'un échelon central qui se trouve à Versailles-Satory, et ensuite de 14 antennes, 7 en métropole et 7 ultramarines. Comme l'aurait d'ailleurs ce que disait Christophe Coppen. Exactement. Quoi. Ça, c'est un schéma national d'intervention qui a été mis en place suite aux attentats de 2015, donc qui a été mis en avril 2016 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et qui permet en fait d'avoir un délai de réaction très court pour pouvoir répondre justement à toutes les menaces terroristes auxquelles on a été confrontés ces dernières années. Quoi. Donc le GIGN, il y a 4 forces opérationnelles. Donc vous avez la force intervention, à peu près 85 membres. Vous avez la force sécurité-protection, une 50aine d'opérationnels. La force observation-recherche, 45. Le groupe de sécurité de présidence de la République, 32 personnels. Et la force formation derrière qui est chargée de la sélection du recrutement, donc 25 opérationnels.
Vous avez également 2 états-majors, un état-major administration, finance et soutien, en fait, qui va gérer un petit peu tous les budgets de fonctionnement et la partie administrative, et un état-major opérationnel, qui lui va suivre l'activité opérationnelle de toutes les unités GIGN, et également s'occuper de différents bureaux, un bureau renseignement, un bureau appui spécialisé, où on va retrouver les capacités rares, et puis la cellule nationale de négociation, ainsi que le bureau système d'information et de communication. Alors, une belle unité d'intervention. On va rentrer dans les détails pour nos téléspectateurs. Comment aujourd'hui on rentre au sein de cette belle unité d'intervention, au sein du GIGN? Quelles sont vos méthodes de recrutement? Alors, déjà, il faut être gendarme. Il faut être âgé de 24 à 34 ans. Et après, il faut avoir un certain nombre de qualités. Alors, on a fait une étude avec l'IRBA. L'IRBA, c'est l'Institut de recherche biomédicale des armées, en 2015, pour essayer de travailler sur les qualités intrinsèques en fait, des personnes qui réussissaient ces tests. Il a apparu plusieurs choses. Alors, tout d'abord, on va dire une capacité à gérer son stress, donc une faculté à s'adapter aux situations imprévisibles. Et parce qu'on est souvent dans des situations qui sont quasiment hors contrôle et qui nécessitent justement cette... On est sur des situations qui... En fait, il faut être capable de faire face à l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. La deuxième chose, eh ben, c'est cet esprit de cohésion qui est nécessaire. Donc en fait, c'est la caractéristique, c'est l'agréabilité. Après, vous avez tout ce qui est travail de bien réalisé, où on va retrouver l'aspect consciencieux. Et donc tout ça, au travers de tout ça, après, on a réalisé un certain nombre de filtres. Donc on a une semaine de tests. Sur la semaine de tests, on a à peu près 200 candidats qui viennent. On va en retenir entre 60 et 70. Cette semaine de test, on va regarder essentiellement l'explosivité en fait. Pourquoi l'explosivité? Donc on va regarder au travers de la performance physique, parce que l'explosivité, c'est ce qui va illustrer l'engagement et la motivation du candidat. Ce que vous appelez explosivité pour nos téléspectateurs, c'est l'énergie que dégage un candidat? C'est des épreuves qui vont demander des efforts intenses sur une courte durée. D'accord. Donc ça permet vraiment de regarder l'engagement en fait, que peut avoir le candidat. Et on va dire qu'un candidat qui va chercher à s'économiser, on va le voir tout de suite sur sa performance à l'instant T. Donc c'est ça qu'on va regarder. On sonde également un petit peu cette stabilité émotionnelle au travers de 2-3 exercices, en fait, pour voir comment il réagit, comment il s'adapte face à des situations auxquelles il n'a jamais été confronté. On a par exemple un exercice au sommet d'une tour qui fait 22 mètres. On a un rail métallique, un rail de chemin de fer qui est suspendu, et le candidat doit aller au bout de ce rail, quoi. En fait, le premier effet du stress, c'est l'augmentation du rythme cardiaque et qui va injecter du sang dans les muscles. Cet apport de sang va provoquer des contractions musculaires et donc sur ce rail, en fait, ils vont être amplifiés. Donc on va regarder comment le candidat est capable de se calmer, on va lui donner des conseils et s'il est capable d'assimiler ce qu'on va lui dire, quoi. Dès lors, ça veut dire qu'il a la faculté en fait, à pouvoir s'adapter. Et contrôler justement la situation. Donc ça, c'est un premier élément pour nous, quoi. Après, on lui donnera d'autres outils, mais là, c'est juste de savoir s'il est capable déjà de réaliser ses actions. Et puis également, on va travailler sur sa motivation, vérifier qu'il a les bonnes motivations, en fait, parce qu'un candidat qui serait à la recherche de prestige et donc qui aurait les mauvaises motivations, va abandonner très rapidement sur les autres épreuves. Donc on va regarder ça au cours d'entretiens individuels et également on va faire un entretien collectif avec les anciens opérationnels qui vont aller chercher les failles dans la personnalité vécue du candidat. Ensuite, on a une semaine d'aguerrissement, donc avec les 70 candidats qu'on va retenir. Là, c'est juste de le préparer en fait, à ce qui va l'attendre. Donc on regarde un petit peu le niveau, le passé qu'il a au niveau militaire, de telle façon à étalonner le cursus de formation qu'il va suivre. Et donc le troisième filtre, c'est le stage probatoire qu'on appelle chez nous. C'est un stage qui va durer 8 semaine. C'est la dernière étape? C'est la dernière étape. Là, sur les 70, il va rester à peu près une vingtaine de candidats. Et en fait, le travail qu'on a à faire là, c'est de densifier le candidat à la fois physiquement et psychologiquement. Donc là, on a 3 phases. On a les 3 premières semaines, on va être dans l'acquisition de connaissances militaires, essentiellement sur le métier de commando. Donc ça veut dire que le rythme des activités physiques est modéré et on a un temps de sommeil de 4 à 5 heures, on va dire, par nuit. Ensuite, on passe sur une phase de construction où là, on va augmenter le rythme des activités physiques et on va diminuer le temps de sommeil jusqu'à ce qu'il disparaisse la 6e semaine. Donc en fait, parce qu'on va évaluer sa capacité à résister au manque de sommeil. La résilience du candidat jusqu'au bout. Parce qu'en mission, il peut arriver en fait que on s'inscrive dans la durée et donc le candidat, le gendarme, doit garder ses capacités cognitives
d'analyse et de réflexion pour pouvoir agir et prendre la bonne décision. Oui, et puis justement, en mission, les membres du GIGN sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de turnover. Ce sont les mêmes personnes qui commencent une mission et qui terminent cette mission. Principalement. Ouais. C'est jamais arrivé qu'il y ait de roulement, quoi. Et la dernière phase, c'est les 2 dernières semaines. En fait, c'est une phase de consolidation. On va faire un travail avec les psychologues de la Direction générale de la gendarmerie, où ils vont faire des tests d'intelligence, des tests de personnalité et des tests de tendance dysfonctionnelle. Et on va croiser leur avis scientifique avec ce que nous, on a vu de façon empirique durant les 6 semaines. De telle façon à voir s'il y a un trait de caractère qui nous perturbe, en fait, c'est de comprendre au travers du vécu du candidat si c'est acceptable ou pas pour le métier qu'il attend par la suite. Alors justement, Christophe Coppen, même question sur le recrutement au sein du RAID, puisque vous étiez un ancien négociateur pendant plusieurs années, et puis nous donner aussi quelques coulisses de quelques missions que vous avez pu exécuter dans cette belle institution. Alors, on est sur un format en fait de recrutement qui est assez identique à celui de mes collègues gendarmes. On commence par avoir des gens qui ont été policiers pendant 5 ans, en règle générale, peu importe les unités dans lesquelles ils ont été. On regarde donc bien sûr le dossier professionnel parce qu'il est extrêmement instructif sur la manière de servir, sur les caractéristiques, sur le courage, sur une multitude de choses, leur engagement. On a des tests sportifs de filtrage au démarrage, tout simplement parce que on ne veut pas que des gens qui soient sous-dimensionnés au niveau sportif puissent se présenter. Ça serait dommage pour eux, ils perdraient du temps et surtout ils nous feraient perdre du temps, ce qui est quelque chose donc que l'on regarde vraiment avec beaucoup d'acuité. Il y a des tests médicaux, c'est peut-être la différence que l'on voit. On a d'entrée de jeu des tests médicaux et des tests psychologiques qui permettent là encore d'écarter éventuellement des personnes qui ne rentreraient pas dans les critères psy en fait de stabilité, notamment émotionnel, ou sur les mauvaises intentions pour venir dans les unités, comme l'a dit Christophe. C'est très important de s'assurer que les gens viennent pour les bonnes raisons, en fait, dans des unités comme ça. Ensuite, on a une multitude de tests de stress, donc qui sont sur une période bloquée, tests de cohésion, tests de tir, de combat, des performances physiques, des situations où on va regarder également là où ils peuvent avoir des faiblesses en matière de claustrophobie ou autre. Leur adaptabilité, leur résistance au sens général, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis ensuite, il y a des entretiens et ensuite, pareil, on a une semaine, donc on a une période assez longue donc de stage probatoire, voilà, avec les candidats qui ont été retenus pour un petit nombre au final, donc qui est sélectionné. Le pourcentage, justement, Christophe Coppen, par rapport à la gendarmerie, on a 10%, c'est ça, sur 200, vous en prenez une vingtaine, hein, c'est ça. En police, c'est combien le taux de recrutement globalement? Les gens qui arrivent sur les stages probatoires, je pense que les chiffres actuels sont assez similaires à ceux que l'on avait au moment où nous servions. C'est à peu près une vingtaine de personnes qui sont sur les stages finaux et en règle générale 4-5 personnes qui sont retenues. Qui sont retenues donc par aussi promotion. Un très faible, voilà. Très faible taux. Très faible taux, mais une très belle institution donc qui réussit justement par rapport à toutes ces épreuves. Christophe Coppen, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes un ancien négociateur en chef. C'est vrai que nos téléspectateurs ont souvent cette image du négociateur, vous savez, des films de séries américaines qui vient quand tout va mal. Quand tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Et là, je parle d'un ancien négociateur. Oui, mais quand tout va mal, on se met à jouer une partition qui est extrêmement bien rodée. Et elle commence en fait par un recueil de renseignements qui est colossal. Et donc le temps de translation que l'on a vers la crise, vers la zone de crise, c'est un temps de récupération pour nous d'une multitude d'informations. Donc parce que l'on est avec la récupération de tout ce que l'on peut comme information utile, opérationnelle ou pas, parce qu'on fera le tri après, lorsque l'on arrive sur les lieux, eh bien à ce moment-là, on a déjà une connaissance de la situation, éventuellement du profil de la personne, de son état médico-psychologique, de sa situation familiale, de son contexte de vie et autres. À partir de ces éléments-là, les négociateurs travaillent de leur côté en fait pour essayer d'affiner justement une stratégie peut-être par rapport à ces profils-là, rencontrer éventuellement des personnes qui sont autour, mais surtout la priorité est donnée à l'intervention. C'est-à-dire qu'on va placer autour de la zone de crise tout ce qui va permettre à un instant
liberté de pouvoir intervenir dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les snipers soient en place, le groupe effraction soit prêt à intervenir, à faire une brèche, les médecins positionnés correctement, le groupe d'assaut prêt à intervenir, etc. Toutes les informations qui sont utiles également sur la situation des lieux, son organisation et autres, les caractéristiques des otages, s'il y en a, toutes ces choses-là, en fait, vont être étudiées au niveau des officiers. Et puis, une fois que l'on est prêt au niveau de l'intervention, là, à ce moment-là, on rentre dans une phase où les négociateurs sont engagés. Et l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de préserver au maximum, bien sûr, la vie des otages, en premier lieu, la vie de l'ensemble également des personnels de l'unité qui vont devoir intervenir en cas d'échec, et ensuite la vie du preneur d'otages ou celle du forcené lorsque c'est une personne qui est retranchée seule chez elle. Mais on a une mise en place d'une stratégie qui est vraiment avec ces trois objectifs-là, c'est-à-dire interpeller les gens vivants et puis préserver l'intégrité de l'ensemble des personnes qui sont confiées quelque part à notre stratégie. Et la vie du négociateur, parce que si on veut rentrer un petit peu dans les coulisses de vos missions, est-ce que le négociateur, souvent, donc, est-ce qu'on demande à ce que le négociateur soit désarmé? Est-ce que le négociateur prend plus de risques que le reste de l'unité? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous accédez qui sont un peu originales, justement pour réussir vos missions? La caractéristique des interventions, c'est qu'elles sont à chaque fois très originales. Donc il y a les règles et puis il y a l'adaptation en fait situationnelle au terrain. Et je crois que l'on soit dans n'importe quelle unité, on est systématiquement confronté à ça, c'est-à-dire qu'il y a le plan et puis grosso modo il y a l'adaptation également puisque la crise commande. Alors en règle générale, on travaille par téléphone, parce que ça préserve énormément de choses. D'abord, on est susceptible de pouvoir travailler à plusieurs et donc de pouvoir être plus efficace, certains se concentrant sur la forme de tout ce que l'on va dire, la manière de dire les choses, et puis d'autres sur le fond. Qu'est-ce que l'on dit, à partir de quel moment on le dit, quels sont les sujets scabreux, etc. Donc, par téléphone, c'est beaucoup plus facile, ce genre de choses. Et puis, on met en œuvre également l'intelligence collective. Ne l'oublions pas, parce qu'on est plus efficace lorsque l'on est nombreux à pouvoir réfléchir à ces situation-là. Mais très souvent, l'individu, lorsque l'on rentre dans une phase en fait de reddition, il se rend à son négociateur. Il se rend pas à l'unité d'intervention, il se rend pas à la police en général et encore moins au préfet ou à l'État. Donc on crée une relation qui est souvent une relation au final de confiance, et c'est grâce à cette situation-là bien que l'on va se retrouver parfois exposé à devoir venir au contact derrière la porte pour pouvoir accueillir en fait la reddition de la personne. Alors on est raisonnable à ce niveau-là, puisque on intervient toujours dans des conditions de sécurité qui sont définies par les opérateurs, donc par les hommes qui sont eux là chargés d'abord de notre protection, mais ensuite qui doivent eux pouvoir intervenir si jamais il y a un dérapage quelconque. Voilà, c'est un balai, on va dire, qui est très bien rodé. Sur mesure à chaque fois. Voilà, c'est une. Est-ce qu'il vous arrive, Christophe Coppen, est-ce qu'il vous est arrivé d'accéder aux demandes? Vous savez, on le voit souvent dans ces émissions qui retracent un peu un négociateur avec des gens armés, d'accéder aux demandes originales de personnes qui vous auraient demandé, par exemple, je sais pas, une voiture, vous savez, pour quitter les lieux. Est-ce que il vous est arrivé d'accéder à des demandes un peu originales? On va rester discret justement sur les types de demandes qui sont faites et sur justement ce qu'on est susceptible d'apporter. Dites-vous bien juste une chose, c'est que la solution, ce n'est jamais en fait de permettre un déplacement de la crise vers une autre zone. Tout simplement parce que on a une augmentation majeure des risques dans ce genre de situation. Alors, on va céder parfois sur des choses qui sont tout à fait compréhensibles, étant donné qu'on a coupé l'électricité, que l'on a coupé l'eau, que la personne est bloquée à l'intérieur, peut-être sans cigarette si jamais elle fume, ou tout simplement sans alimentation. On va pouvoir accéder à des demandes comme ça. On va pouvoir également accéder potentiellement à un contact avec un médecin, de manière à pouvoir parler d'un problème médical qui est en train de surgir. Mais en fait, ce que l'on voit dans les films, la réalité est beaucoup plus modeste et beaucoup plus pragmatique. Beaucoup plus terre à terre. On va éviter justement tout ce qui peut mettre un déplacement de la crise et un danger majeur de la crise sur un autre périmètre. Olivier Lamour, est-ce que
petite analyse par rapport à une réaction par rapport à ce que vient de dire Christophe Coppel, parce que nos téléspectateurs, vous avez travaillé ensemble et vous étiez en mission également. Vous étiez, j'allais dire, dans les valises de la mission, Olivier. Oui, je sortais même des valises assez souvent. Oui, bien sûr, on a une expérience commune. On a passé très nombreuses années, plus de 10 ans. On n'a pas calculé. 11 ans et demi. Ouais. Donc on a très nombreuses opérations ensemble. Moi, j'ai un recul un peu d'ancien dans tout cela. Et ce que j'ai constaté, encore une fois, en regardant la télévision et les journaux, la radio, c'est que la menace a changé. Elle a vraiment changé. Et qu'à des situations fixées, qui permettaient effectivement des demandes, donc effectivement du dialogue, de la négociation, bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ai quitté le service en 2013. Aujourd'hui, on est face à des menaces qui sont des menaces sans demande, qui sont des menaces complètes, totales et immédiates, et qui imposent donc des réponses totales, complètes et immédiates. Vous voulez dire que le rôle du négociateur aujourd'hui a complètement changé? Non, c'est très important d'avoir une négociation, car il y a encore des affaires comme ça, mais le paradigme a changé. C'est-à-dire que quand on prend tous les actes de terrorisme qui a concerné la France, a fait énormément de victimes, avec des réponses qui sont extrêmement compliquées à donner, mais qui sont différentes de celles que moi j'ai vécues à l'intérieur de l'unité. Totalement différentes. Et qu'il faut faire changer. Et que même les bonnes idées, même les très bonnes idées, elles doivent évoluer, elles doivent changer. Ça, c'est un autre défi de la gestion de crise, de faire changer les systèmes. Par exemple, je vous prends un exemple. Le 13 novembre 2015, je me rappelle très très bien de cette date pour les mêmes raisons que tout le monde, rassurez-vous, mais en plus, ce que j'ai monté au niveau des compagnies républicaines de sécurité, on l'a validé le matin même de ce vendredi 13 novembre. Donc on n'a pas attendu cela pour le faire. Ça s'est fait dans l'urgence. Ça s'est fait, voilà. Et là, les actions que tout le monde a en mémoire a amené très nombreuses victimes, 130 morts. Face à ces agressions, il faut des réponses différentes. Moi, tout seul, en tant que médecin au RAID, si d'aventure j'avais été confronté à cela, je serais arrivé trop tard, tout seul, et sans finalement moyen. Donc il faut des réponses différentes. Alors probablement a-t-on essayé d'y réfléchir, et il existe potentiellement des réponses différentes. Non pas, rassurez-vous, pour sauver tout le monde, bien évidemment. Mais peut-être, on peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin dans la survie de ce genre d'acte de terrorisme. Il est sur un bloc opératoire, il est sur une équipe médico-chirurgicale, il est sur un déchocage, il est sur l'hôpital. Alors effectivement, Olivier, vous le disiez tout à l'heure, vous avez créé l'appui médical opérationnel de la police nationale. Cet appui aujourd'hui est encore présent au sein des forces de l'ordre? Oui, il est présent au niveau donc des unités du RAID, de la maison mère du RAID et de ses antennes. Et puis, le réanimateur que je suis, je me suis aperçu qu'il faut être très très modeste en médecine. Vous savez, on est formidable quand on amène des polytraumatisés à l'hôpital, on a les chirurgiens, les radiologues, les cathéters, les banques du sang, les machins, mais tout seul en tête de pont, on est vraiment très très seul. Et a fortiori sur ces événements dits de tuerie de masse, où on est totalement tout seul. Donc le principe, c'est d'extraire les gens le plus vite possible de cette zone qui est encore une zone chaude. C'est donc une zone pour les forces de l'ordre, de sécurité, de gendarmerie, de police. Et en ce qui concerne, pour finir le point, voilà, on a monté avec les compagnies républicaines de sécurité un système de formation à 2 niveaux.
qu'on a appelés on a copié sur nos amis militaires, SOC, le secourisme opérationnel, non pas de combat mais de compagnie, hein, voilà, on a un peu copié. Mais à 2 niveaux, on a formé en moins de 18 mois 10 000 personnes à l'intérieur, tous les effectifs des compagnies républicaines de sécurité, mais on a formé des opérateurs de niveau 2 et là de très haut niveau. Donc aujourd'hui, tout le monde est en capacité d'exercer des actes de secours dans les unités. En tout cas, chez les CRS, il y a un système qui marche extrêmement bien, qui s'appelle les SOC, qui sont présents, et Dieu sait que l'actualité des dernières années a été particulièrement chargée. Et avec ces SOC, ça permet quoi? Ça permet, le ministre l'a dit récemment, 8700 forces de l'ordre, police et gendarmerie, ont été blessés dans l'année 2020. C'est énorme. C'est énorme. 8900, parfois extrêmement sévèrement. L'idée, l'idée fondamentale, c'est que le temps tue. L'urgence, c'est ça. Si on attend, ça peut être foutu. Et on a 500, près de 600 fonctionnaires CRS qu'on a formés à un niveau très très haut, avec du matériel, avec une vraie formation, avec une doctrine, avec un règlement d'emploi, avec des stages, avec des recyclages, et c'est devenu une véritable spécialité au sein des CRS, qui sont présents H24, jours fériés, dimanche et jours fériés, tout le temps, pour apporter, etc. Je veux juste dire un mot. Chaque année, l'année dernière, près de 800 personnes ont été prises en charge. Dans ces 800 personnes, par les CRS, parce qu'ils sont sur la voie publique. Alors les CRS, c'est pas, rassurez-vous, je l'ai appris aussi. Encore une fois, je ne suis pas policier. Un CRS, c'est pas que la matraque, etc. C'est des missions de sécurisation, c'est des transports, c'est des autoroutes, c'est des contrôles, etc. Donc c'est un peu, c'est la police que l'on voit un peu. Bon. Et plus de 800 prises en charge de blessés ou de victimes, parmi lesquels 2 chiffres sont importants. 80% sont des civils ou des citoyens, 80%. Alors, la vraie vie, il y a une histoire que j'adore raconter parce qu'elle est très belle et elle plaît à tout le monde. C'est une mort subite du nourrisson sur le périphérique parisien. Et ça marche. Et donc effectivement, et le bébé va parfaitement bien. Grâce à l'intervention de la police. Parce qu'ils ont eu la chance de rencontrer des gens extrêmement bien formés et qui ont pu récupérer des arrêts cardiaques récupérés au niveau du Stade de France, au niveau du Parc des Princes, etc. Donc c'est de rapprocher des gens formés avec une équipe formidable parce qu'ils ont cette culture. Les CRS, c'est les nageurs sauveteurs et les secours de montagne. Ils ont une vraie culture de cela et donc c'est un plaisir de parler de ça. Vous êtes dans le credo de l'émission, allez-y. J'aimerais rebondir sur ce que dit Olivier. En fait, il y a une caractéristique qui est commune justement à ces unités d'intervention, c'est la culture du retour d'expérience, qu'on appelle le RETEX. Donc il y a 2 choses dans ce qu'a dit Olivier. Il y a d'une part la partie secours qui est extrêmement importante, et puis le deuxième volet que j'évoquerai, c'est la partie de l'évolution de la menace. Sur la partie secours, suite à ce qui s'est passé en 2015, et également ce qui s'est passé à l'international, parce que il y a une veille également stratégique sur ce qui se passe à l'international. Il y a une procédure qui a été mise en place, une procédure pour l'évacuation de secours. Et aujourd'hui, en fait, comme on l'a dit, toutes ces unités d'intervention, en fait, elles interviennent avec un retard. Donc, en fait, notre effet majeur recherché, c'est de gagner du temps, en fait, de gagner des délais. Et donc, au travers de ça, aujourd'hui, une personne qui est blessée par balle va se vider de son sang et c'est à peu près 5 litres de sang, je crois, dans le corps humain. Donc 1 litre de sang, ça engendre le pronostic vital. Donc aujourd'hui, en fait, on a mis en place une procédure d'évacuation des blessés, ce qui permet qu'on a défini 3 zones. Une zone rouge, en fait, où il y a encore des tirs qui sont effectués, donc elle est interdite au personnel soignant. Une zone orange où on va extraire le plus rapidement les victimes qui sont lourdement touchées. Et puis la zone verte autour qui va permettre justement de mettre en place tous ces soins qui sont extrêmement importants dans les premiers temps. En 2016, aux États-Unis, il y a une boîte LGBD qui a été attaquée. Le SWAT, il est prévenu à 2h du matin, en fait, des coups de feu à l'intérieur de la boîte. Et en fait, il va intervenir. Alors, le SWAT, juste pour nos téléspectateurs, c'est la police
l'équivalent de la police Voilà, c'est l'élément d'intervention, on va dire, de la police aux États-Unis. aux États-Unis, d'accord. Donc à 2 heures, ils sont prévenus des premiers coups de feu. Ils vont rentrer dans la boîte de nuit à 5 heures. En fait, la majorité des victimes vont mourir de leurs blessures. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas eu les soins à temps, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important, cette nouvelle procédure. Et d'ailleurs, on le voit également dans le monde de la sécurité privée, que les entreprises mettent en place ce type de formation, comme l'a décrit Olivier, de telle façon à pouvoir apporter rapidement les premiers secours, en fait, avant qu'ils soient pris en charge par les unités spécialisées dans ce domaine. Et avant qu'il ne soit trop tard. Alors justement, Olivier, vous parliez de l'évolution de ces dispositifs de santé. Il y a aussi une évolution, c'est l'évolution du GIGN. Et vous me parliez, Christophe Bézit, du GIGN 3.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Juste avant ça, il y a l'évolution de la menace qui est extrêmement importante. Absolument. Christophe Coppen l'a rappelé. En fait, on a vraiment changé de paradigme sécuritaire. Aujourd'hui, on l'a vu en 2015, on est sur une technique de maraudage. Il n'y a pas un seul point fixe. Donc il y a plusieurs points, comme ça s'est passé à Mumbai ou à Bombay en 2008, je crois, et Nairobi en 2013, en fait. Donc il y a cette difficulté à savoir où se trouvent les terroristes pour pouvoir les neutraliser. Et donc ça, c'est une nouvelle technique. Aujourd'hui, ça a amené à changer les modes opératoires. C'est-à-dire que nos équipes, avant, nous, se déplaçaient à une section, donc à peu près 20 personnels. Aujourd'hui, on a des équipes de 5 qui vont être dispatchées. Donc ça fait 4 équipes de 5 qui vont pouvoir aller là où les premiers renseignements nous sont donnés, en fait. Donc il y a tout ce mode opératoire qui a changé. Évolution de la menace, évolution de la violence. On parle aussi, vous savez, par rapport aux manifestations, vous le disiez, Olivier Lamour, des CRS de plus en plus blessés, des blessures parfois très graves. On parle des Black Blocs, par exemple, des gens qui sont lourdement armés. Parfois, on se demande même comment ils sont parvenus à avoir cet attirail. Donc vous pensez aussi à ça, c'est-à-dire que la violence de manière générale augmente. C'est un peu votre analyse? La criminalité a augmenté. Alors ça, c'est plus une analyse personnelle, évidemment. La violence... Statistiquement, en tout cas, on le reprend. La violence, elle a augmenté. On l'a vu avec les gilets jaunes. On a rarement vu des images comme ça quand on voit les pavés sur les forces de l'ordre. Ça nous rappelle 68. On est quand même au paroxysme de la violence. Et puis d'ailleurs, pour moi, ça va continuer, puisque des plans sociaux vont malheureusement arriver et les gens vont descendre dans la rue parce qu'il y a une fracture sociale qui est de plus en plus importante, quoi. On espère quand même, c'est quand même le temps de cette émission que tout ça va bien finir puisqu'on a des vaccins, on a des forces de l'ordre comme vous qui sont justement là pour nous protéger. Et on va parler de l'évolution aussi du GIGN. Alors le GIGN 3.0, c'est quoi? Alors le GIGN 3.0, en fait, c'est une évolution quelque part de ce qui a été amorcé en 2016 avec le schéma national d'intervention. Alors le GIGN, comme les autres unités, en fait, ne cesse d'évoluer en fonction de la menace. La gendarmerie a fait cette évolution aussi. En 2004, on met des pelotons interrégionaux. 2005, c'est un schéma national avec un tissage avec les négociateurs régionaux. 2007, on restructure le GIGN, on passe de 100 à 400. Et puis après, 2009, on a les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie au sein des CNPE. Donc toutes ces évolutions amènent aujourd'hui à une évolution encore de telle façon à raccourcir, à simplifier, je dirais, la chaîne décisionnelle, de telle façon à ce que aujourd'hui toutes les antennes GIGN soient raccrochées directement au GIGN. Donc c'est le commandant du GIGN qui donnera l'ordre d'intervenir à ces antennes. Jusqu'alors, il y avait un avis d'opportunité, et ensuite cet avis d'opportunité était donné à la direction générale de la gendarmerie. Et il y avait également un autre aspect, c'est que ces antennes dépendaient géographiquement du commandant territorialement compétent. Donc ça va disparaître. Ça veut dire que ce GIGN 3.0, en fait, on passe de 400 à 1000 militaires. Il y a également tout un travail sur la partie RH, avec une gestion qui va permettre d'optimiser cette capillarité des compétences rares en intervention spécialisée. Et enfin, vous avez également une augmentation des capacités au niveau local qui vont leur permettre d'intervenir pour faire face à toutes les missions, comme c'était prévu initialement dans le schéma national d'intervention. Alors Christophe Coppen, je me retourne vers vous parce que une question que peuvent se poser nos téléspectateurs, c'est est-ce que le RAID travaille parfois avec le GIGN? Et est-ce qu'il y a une veille aussi technologique qui est faite par rapport aux groupes d'intervention à l'extérieur, américains, etc., pour s'inspirer aussi de ce qui se fait à l'étranger? Alors bien sûr, la coopération est fondamentale. Et la veille
technologique l'est également, puisque c'est un des premiers critères, on va dire, d'identification de ce que sont ces unités d'élite. Elles sont d'élite tout simplement parce que justement, elles essayent d'être systématiquement à la pointe, que ce soit en termes d'adaptation de leur méthode de travail, de leur matériel et de la menace en fait nouvelle qui se fait jour. Dans l'acronyme RAID, le premier des termes, c'est recherche, assistance, intervention, dissuasion. Et la recherche, c'est bien sûr la recherche de personnes pour pouvoir les neutraliser, soit, et les amener face aux magistrats et donc aux juges, mais c'est avant tout, surtout, c'est de la recherche de technologies nouvelles, c'est de la recherche et développement, c'est-à-dire que l'on essaye, on change des combinaisons, on les adapte en fait à des menaces nouvelles, etc. Et puis, on utilise donc la technologie pour pouvoir avancer. Lorsque nous avons monté avec un des officiers du GIGN qui s'appelait Frank Scheck, je crois qu'on ne pose pas de difficulté à donner son nom. La partie négociation en matière de formalisation, c'est devenu un bac+5. Donc reconnu au répertoire national de certification professionnelle. On a monté ensemble ce dossier, tout simplement parce qu'il est extrêmement élitiste. Il est réservé vraiment aux unités d'intervention. Et donc on a intégré bien évidemment des collègues de la BRI là-dedans pour pouvoir bénéficier de ces formations-là. Mais c'est typiquement un modèle de coopération. Il y a des axes de coopération également sur du matériel technique de très haut niveau. Il y a également au niveau opérationnel, lorsqu'il y a des événements comme en 2015, comme Dammartin et Hypercacher, deux lieux sur lesquels sont positionnées nos unités, parce qu'en fait c'est une même menace commune qui se passe dans une même unité de temps, et bien à ce moment-là, il y a une nécessité de coordination majeure, puisque quand l'une doit intervenir, l'autre n'a pas le choix, elle doit intervenir également au même moment. Donc en cas de force majeure, il arrive que vous travaillez, et en tout cas on sent qu'il y a une très belle synergie en tout cas entre vos unités. D'ailleurs, le schéma national d'intervention, il va dans ce sens, en fait, de favoriser la collaboration. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, notamment tout ce qui est concours capacitaire, c'est-à-dire qu'on peut proposer par modularité un apport d'effectifs ou par complémentarité une compétence rare que l'une ou l'autre unité aurait besoin à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y avait également une procédure d'urgence absolue, qui fait que c'est la fin des zones de compétence. C'est-à-dire que c'est l'unité la première qui peut intervenir, qui va venir geler les agresseurs de telle façon à pouvoir stopper la tuerie, quoi. La plus proche du théâtre. Donc là, on est vraiment dans la collaboration, en fait. Alors si on parle un petit peu de l'étranger, de l'extérieur, la France, 5e puissance économique mondiale, Olivier Lamour, un des meilleurs systèmes de santé, on le voit encore aujourd'hui pendant la période Covid. On a quand même la chance d'être aujourd'hui avec un système de santé qui n'est pas celui outre-Atlantique notamment. Est-ce que on peut dire que la France aujourd'hui a une des meilleures polices d'élite, à la fois au niveau du RAID et du GIGN, par rapport à nos voisins européens ou américains, etc. Ce sera jamais à moi d'essayer. Je pose la question de manière ouverte sur ce plateau. Je peux avoir mon idée, qui n'est pas loin de la vôtre, mais je laisse aux spécialistes le soin de répondre à cette question. Christophe. Ce que l'on sait, c'est que de manière surprenante, à chaque fois qu'il y a des concours internationaux, des rapprochements d'unités, etc., systématiquement, nos unités sont invitées à participer à tout ce qui est challenge de tir, challenge opérationnel, etc., des mises en situation très complexes sur lesquelles se retrouvent en fait les meilleures unités mondiales. Et donc, on n'est pas très nombreux en fait, et on s'aperçoit que oui, on a un rayonnement, un savoir-faire, une antériorité également, c'est-à-dire beaucoup en fait de capacité d'adaptation de ces unités à ces fameuses menaces nouvelles. On a travaillé, que ce soit mes collègues du GIGN ou moi-même, on a travaillé avec des unités du SWAT, on voit comment est-ce qu'ils fonctionnent, ils sont souvent très spécialisés. Nos opérateurs sont très polyvalents. C'est une caractéristique en matière d'adaptabilité, en matière donc de capacité multiple d'intervention, on a quand même un sacré savoir-faire. Et puis à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas été épargné non plus par l'histoire. On a souvent des crises. Et donc, à ce niveau-là, les forces de l'ordre au sens large, que ce soit en secteur gendarmerie ou en secteur police, elles sont très souvent mobilisées sur des crises complexes. On a vu un assaut, par exemple, sur un avion. Il n'y a pas beaucoup de pays
qui ont été capables de mener des assauts sur des avions. Une prise d'otage dans une maternelle avec plein d'enfants, il n'y a pas un grand nombre de pays qui sont capables de faire ça. Et les attentats derniers, malheureux, avec une multitude de sites, comme on a eu avec le Stade de France, Charlie Hebdo, etc., ou l'Hypercacher, tout ça, ça montre bien que, en fait, on n'est pas épargné. Et comme on n'est pas épargné, on fait beaucoup de retours d'expérience. Je pense en effet que Christophe a mis le doigt sur un aspect très important là-dessus. On sait faire l'apprentissage en fait des bonnes pratiques. On a ce côté raisonnable en fait de se remettre en question et de faire cet apprentissage. Et donc du coup, on cherche à s'améliorer constamment. Donc recherche et développement, amélioration continue. Christophe, un mot peut-être sur les interventions. Bien sûr, on a une veille, comme je le disais tout à l'heure, qui est extrêmement importante. D'ailleurs, le GIGN fait partie de 8 réseaux internationaux qui travaillent dans différents domaines. Hein. On a Atlas, par exemple, qui est dans le domaine du contre-terrorisme. On a l'INWG, International Negotiation Working Group, qui travaille sur la négociation. Et puis Air Marshall, par exemple, hein, qui est aussi un groupe qui travaille sur la problématique de la sûreté en avion. Tout ça montre en fait qu'on est présent sur la scène internationale. Après, on a de nombreuses sollicitations vis-à-vis de l'étranger. Hein. D'autres pays, de partenaires. Alors, il y a une politique de coopération internationale hein, qui nous impose des fois certains échanges. Et puis des fois, il y a des échanges gagnant-gagnant qu'on va chercher avec certains pays. On a pu travailler avec Israël, le Yamam, qui est leur unité d'intervention sur certaines problématiques. Moi, je me suis déplacé en Tunisie juste après l'attentat du Bardo, et j'étais présent quand il y a eu l'attentat sur la plage de Sousse pour les aider à monter la gestion de crise et à lutter contre le terrorisme. Donc voilà, c'est des exemples où on est présent. On fait appel souvent à vous. Voilà. En fait, la France, comme on disait, on a notre expérience et en même temps, on a une façon de travailler qui est différente parce que on prend toujours le soin de s'acculturer aux pays, au mode opératoire, à leurs menaces. Il y a d'autres pays qui sont extrêmement sollicités également pour leur formation, mais ils arrivent déjà avec leur technique. Or, en fait, nous, notre histoire fait qu'on a dû s'adapter en continu à la menace. Et donc, quand on arrive dans ces pays étrangers, en fait, on cherche à adapter aussi, à comprendre ce qui s'est passé et ce dont ils ont besoin. Et on n'est pas là pour imposer quelque part nos modes opératoires. Messieurs, notre mission touche quasiment à sa fin. On va faire un petit tour de table. On va commencer par vous, Olivier Lamour. Une belle année 2021. Un mot sur vos enjeux en tant que médecin, en tant que réserviste, ancien du RAID, en tant que citoyen sur cette belle année qui nous attend. Mieux que 2020, ça va être assez facile. C'est bien déjà. On n'a pas évoqué le sujet de la pandémie qui, moi en tant que médecin hospitalier, a été effectivement extrêmement impactant pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, à de multiples titres. Néanmoins, mon espoir, c'est le travail n'est pas fini. Même quand vous avez une bonne idée, il faut la faire grandir, il faut lui faire atteindre l'adolescence, puis l'âge adulte. Pour l'instant, les sujets dont je m'occupe ne sont pas encore complètement en maturité. Donc je souhaite simplement pouvoir continuer le travail avec une équipe formidable et d'avoir des résultats comme aujourd'hui. Résultats positifs, on l'espère. Christophe Bezit, un mot aussi pour cette année 2021, vos enjeux? Alors, moi j'ai fait le choix de rejoindre le monde du privé. Donc je suis aujourd'hui directeur de la sûreté renforcée chez Fiducial Sécurité, où je m'occupe de développer les prestations d'agents armés qui sont récentes, les prestations de protection rapprochée et puis des conseils aux entreprises. Donc j'ai fait ce souhait pour justement apporter quelque part mon expérience et une plus-value sur l'optimisation des dispositifs de sûreté au sein des entreprises. Parce que je pense que les attaques terroristes aujourd'hui sont des attaques qu'on qualifie de low cost et low tech. Donc si on apporte quelque part des mesures de sûreté qui apportent une difficulté à ces terroristes, déjà on enlèvera un certain nombre d'attaques. Donc mon souhait c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de pouvoir optimiser et puis qu'on n'entende plus parler de ces attaques, qu'elles deviennent de moins en moins nombreuses en fait. C'est notre souhait à tous. Christophe Coppen, vous avez le dernier mot?
Pour reprendre une célèbre émission. Je suis parti dans le privé également. J'ai le plaisir d'être à la tête de 7 entreprises. Voilà, la toute dernière donc est complètement au service des dirigeants, mais je pense que le public aura l'occasion d'aller jeter peut-être un petit coup d'œil justement sur les profils. Sur les réseaux. Sur 2021, eh bien, on s'est rapproché d'un groupe partenaire, et on a monté un label d'exception que l'on appelle For One, formation pour la négociation et l'optimisation en négociation pour les entreprises. Et c'est vraiment un outil d'une efficacité redoutable. Donc voilà, c'est un très bel enjeu pour justement la formation des dirigeants. Et je crois que vous avez d'ailleurs monté une masterclass, puisque je vous suis également sur les réseaux sociaux pour justement former sur ces sujets. La transmission est vitale. Alors je vous remercie, merci Olivier Lamour d'avoir partagé cette belle expérience. Christophe Bezit, merci, on salue nos amis du GIGN et de la gendarmerie qui nous écoutent et qui sont nombreux. Merci Christophe Coppen d'avoir représenté aussi noblement cette belle institution qu'est le RAID. Cette émission, c'était aussi l'occasion de parler de la belle image de la police nationale et de la gendarmerie. Je vous remercie messieurs, parce que votre travail est essentiel pour la sécurité de nos concitoyens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, vous l'avez compris, autour de l'actualité économique, sociale et numérique et de toutes les belles initiatives en France. À bientôt.